Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler constructeur par constructeur pour revenir sur le Grand Prix de Portimao qui était franchement pas si mal, notamment en deuxième partie de Grand Prix. Nous commençons comme d'habitude par Honda. Nous commençons par Honda, un week-end cauchemardesque, un week-end qui est digne d'un film d'horreur. Aucune performance en qualification. Les 4 dernières motos, soit les 4 motos les plus lentes de la grille, j'ai envie de vous dire. Les 4 motos les plus lentes de la grille, ce sont 4 Honda. En course sprint, aucune performance. Pendant la course principale, Juan Mir arrive tout de même à avoir un résultat potable en perdant son aileron arrière suite à un contact. Mais rien de positif à retenir. Le gros problème de la Honda sur cette piste de Portimao ce week-end pour tous les pilotes était le wheel spin, c'est-à-dire le patinage de la roue arrière, ce manque de traction. Nous l'avons vu pendant les essais, beaucoup de glisse à l'arrière, une réaccélération beaucoup moins importante que les autres motos. Donc aucun point positif sur ce week-end à Portimao. Il reste énormément de développement à faire à Honda pour revenir au minimum dans la course parce que là, ils sont même derrière Yamaha et je pense pas qu'ils fassent jeu égal. Mais Juan Mir et Zarco s'en sont plutôt bien sortis, j'ai envie de dire. J'ai une stat effrayante pour vous. C'est une stat qui vient de moi, rien d'officiel, mais j'ai regardé les essais, j'ai regardé la qualif, j'ai regardé la course, j'ai regardé absolument tout ce qu'on pouvait regarder ce week-end sur la MotoGP et j'ai plus vu à l'écran la femme et le père de Marc Marquez que les pilotes Honda pour dire comment ils sont loin derrière le classement. Ils sont même derrière les gens qui sont dans le box Gresini. Donc c'est tout simplement terrible pour Honda ce qui se passe en ce moment. Et on passe directement à Yamaha parce que je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Du côté de chez Yamaha, c'est aussi très discret et je n'ai pas grand chose à dire, même si ça a été plutôt performant pendant les qualifications avec Quartararo et Rins en Q2, je m'attendais à de belles choses, j'ai envie de dire, parce que Quartararo, Rins, même Juan Mir par le passé, ont été très bons sur cette piste de Portimao. Je pouvais m'attendre à quelque chose d'intéressant. Cependant, la moto avait un manque de performance globale. La Yamaha, c'est juste qu'elle est mauvaise sur à peu près tous les points. Elle n'est pas catastrophique, mais elle n'est bonne nulle part. C'est une bonne moto sur aucun domaine. Donc c'est très difficile pour ces deux pilotes de performer. Quartararo nous fait un plutôt bon week-end malgré la moto. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils avaient un jour de test lundi à Portimao. Ça a été complètement coupé à cause de la météo. Donc même ça, ils n'ont pas de chance. Ils n'ont même pas réussi à faire des tests. Donc une journée de test de perdu, un week-end sans performance. Mais j'attends l'arrivée de Yamaha à Austin avec notamment Alex Rins qui est un hyper bon pilote. Il faut le dire à un moment. C'est un super pilote sur ce circuit. 2 victoires déjà à son actif. On va voir ce que ça va donner, mais bon, pour Yamaha, je n'ai pas grand-chose à dire car ça a été très discret et avec juste un manque de performance sur tout le week-end. J'ai une stat effrayante. Non, cette fois-ci, je n'en ai pas. On a quand même plus vu Quartararo et Rins à l'écran que Honda, mais pas beaucoup plus, j'ai envie de vous dire. Donc, on va passer aux marques européennes et j'attends un peu de développement et un peu de mieux de la part des marques japonaises dans les courses à venir, mais on le savait que le début de saison allait être très compliqué. Aprilia, les podiums en course sprint, nous allons finir par nous y habituer. Et c'est une bonne nouvelle, plutôt une bonne nouvelle. Super performance, première victoire d'Aprilia en course sprint, première victoire de Maverick Viñales avec Aprilia et en course sprint. C'est un point positif, c'est un domaine où il ne réussissait pas vraiment l'année dernière. Et cette année, 2 courses, 2 podiums en course sprint. C'est quasiment parfait. Cependant, il y a un mais, il y a un point négatif, un gros point négatif, car personnellement, si on prend le week-end en général à Portimao, je retiens plus de points négatifs que de positifs chez Aprilia, malgré la bonne performance de Viñales le samedi et le dimanche. Je vous explique pourquoi. Aprilia est composé de 4 motos, 4 pilotes, une écurie satellite Trackhouse Racing qui ne performe absolument pas depuis ses 2 premières courses.
Même à domicile, malheureusement, Miguel Oliveira passe à travers de son week-end à Portimao au Portugal, sur ses terres où il avait été brillant en 2020 et même l'année dernière, c'était franchement pas si mal. Cette saison, rien ne va, des erreurs en qualif, en practice, la course principale, c'est pareil, il y a eu quelques erreurs, une place pas terrible. Franchement, il pouvait viser beaucoup mieux, donc Oliveira décevant, Fernandez décevant, Aleix Espargaro en manque de rythme tout le week-end, depuis le premier jour jusqu'à la course. Pas de rythme, mais il termine quand même premier pilote Aprilia. Concernant Maverick Viñales, c'est le second point noir. Ça ne concerne pas le pilote en lui-même, mais plus sa moto. La fiabilité chez Aprilia, j'en parlais l'année dernière, tout le monde en parlait l'année dernière, j'en parlais en ce début de saison. C'était un des points clés pour Aprilia pour voir s'il s'était amélioré. C'était une grosse amélioration à apporter sur la moto que les autres n'avaient pas forcément comme problème, qui est la fiabilité. Malheureusement, cette fois-ci à Portimao, la boîte de vitesse de Maverick Viñales vient casser dans ce virage numéro 1 à la toute fin de la course. Dès le 5e, 6e tour, il avait des problèmes avec sa 5e et 6e vitesse, donc les vitesses passaient moins bien. Et Viñales perd sa boîte de vitesse dans la ligne droite, c'est pour ça qu'il ralentit et elle se casse dans ce virage numéro 1. Ça vient ruiner totalement sa course alors qu'il jouait largement la deuxième position. Et il disait que sans ces problèmes de boîte de vitesse, il pouvait attaquer Martin. Bon, ça, on ne saura jamais. Peut-être que c'est vrai. Ça me paraissait un peu difficile tout de même. Martin avait l'air parfait sur cette course. Mais voilà, Aprilia, la fiabilité, ça vient ruiner une nouvelle course. C'est un super résultat. Mais il y a quand même du positif. On voit que ça fait 2 courses que les motos ont clairement le rythme des leaders. Il va juste falloir peaufiner tout ça, améliorer un peu la fiabilité et que Trackhouse se réveille. Car on n'est qu'au début de la saison, mais ça fait déjà 2 courses de perdu pour Trackhouse et une course pour Viñales, une course pour Espargaro. 2 perdus, va falloir se rattraper au championnat s'ils veulent jouer quelque chose. La MotoGP est pleine de belles histoires et cette année, chez KTM, chez Tech 3 plus précisément, une très belle histoire est en train de s'écrire, celle de Pedro Acosta, rookie en 2024. L'un des plus grands rookies peut-être de la décennie, de ces dernières années, voire de la MotoGP moderne. On va parler KTM, bien sûr. Passons d'abord en revue KTM en général. Miller, bon week-end, il a été régulier, il y a eu des bonnes choses, des bons résultats. 5e en course principale. D'ailleurs, KTM fait 5, 4, 3 en course principale. Mieux que Ducati dans ce top 5, c'est assez rare et il faut le souligner. Résultat presque parfait. Malheureusement, il y a quand même des petits soucis. Jack Miller a été très bon, il n'a pas trop dégringolé. Le problème vient plus du côté de Brad Binder qui a raté sa qualif avec une chute en plein milieu de la Q2. Il rate aussi sa course sprint en tombant car il essayait de pousser et de remonter. Et la course principale, il se fait tout de même, il faut le rappeler, dominé par Pedro Acosta, le rookie chez Tech 3. Donc en soi, plutôt bon week-end de la part de KTM, mais c'est vrai que l'attraction principale reste Pedro Acosta et Gaz Tech 3 malgré tout. Parlons du phénomène Pedro Acosta, car c'est vraiment lui qui nous a quasiment fait toute la course. Mais juste avant, je suis très content car KTM, officiel, les ingénieurs KTM prennent sous leur aile et considèrent réellement Pedro Acosta comme limite un pilote usine. Nous l'avons vu avec les nouvelles améliorations apportées par KTM sur l'aéro, notamment sur la boucle arrière avec ses ailettes latérales et à l'avant en bas des fourches. Nous avons au pied des fourches donc une petite appendice aérodynamique qui a été rajoutée aussi. Pedro Acosta a pu les utiliser en même temps que Brad Binder, donc il est vraiment mis à un pied d'égalité avec les pilotes usines et c'est parfait, c'est exactement ce qu'il fallait chez KTM et pour Pedro Acosta pour développer la moto en son sens. Et puis je pense qu'il a clairement mérité d'avoir les mêmes pièces que les pilotes officiels directement. Donc sur ce point-là, KTM, très bonne gestion, c'est parfait, c'est la bonne décision. Selon moi, nous continuons avec le Grand Prix. Et plus que ce podium, certes, ce podium est mérité, certes, il a su rester sur ses roues, il a su faire les dépassements, mais ce n'est pas ça que je retiens le plus, car même s'il avait terminé 4e, 5e, je pense que j'aurais fait la même analyse.
Très beau podium, il faut le souligner, troisième pilote le plus jeune de l'histoire à prendre un podium dans la catégorie Rennes, au top, Pedro Acosta, super. Cependant, je voulais parler du pilotage de Pedro Acosta plus que de son résultat global. Je vous rappelle que Pedro Acosta a fait la course derrière absolument plein de pilotes. Il a fait 90% de la course collé derrière un pilote, que ce soit Miller, que ce soit Binder, Marquez ou Bagnaia. Il a toujours été dans la roue d'un pilote et si vous regardez la course, il est vraiment pas loin à chaque fois. Et dans cette nouvelle ère de MotoGP avec l'aérodynamique et ce pneu avant qui chauffe et qui monte en pression très rapidement, Pedro Acosta n'est pas tombé, n'a pas fait d'erreur, n'a pas élargi de trajectoire et il s'est même permis de faire des attaques et des dépassements alors qu'il a fait toute la course derrière, à quelques centièmes derrière les pilotes. Et ça, pour moi, c'est plus fort qu'un podium, c'est plus fort qu'un beau dépassement, c'est plus fort que tout ce que vous voulez. Quand vous voyez que Marquez, depuis le début de saison, il se met à 3, 4, 5 dixièmes des pilotes de devant pour refroidir son pneu et revenir faire des attaques. Nous avons un Pedro Acosta. Est-ce de l'inconscience? Est-ce un talent exceptionnel? Est-ce une KTM parfaite? Je pense que c'est un mix des trois. Tout n'est pas parfait, mais ce combo fait quelque chose de fantastique. Et nous avons un Pedro Acosta qui arrive à rester à quelques centimètres derrière tous les pilotes, tout type de moto, pendant plusieurs tours, sans tomber, sans se rater, sans percuter des gens, sans sortir de sa trajectoire. Quand vous regardez la trajectoire de Pedro Acosta dans le virage numéro 5, son entrée en virage très souvent en glisse et sa trajectoire hyper serrée à la corde, on ne dirait pas déjà un rookie, on ne dirait pas qu'il n'a que 2 courses et on ne dirait pas que son pneu avant est derrière un autre pilote depuis 15, 20 tours maintenant. Donc sur ce point-là, exceptionnel Pedro Acosta. Et je vais revenir maintenant sur les dépassements, car oui, Pedro Acosta nous fait le festival. Pedro Acosta est le meilleur pilote de cette course, en tout cas le pilote le plus joli à regarder dans cette course du dimanche à Portimao. Il dépasse Jack Miller, il dépasse Brad Binder, il dépasse Marc Marquez, il dépasse Bagnaia 2 fois. La première était un petit peu loupée, mais je vais revenir quand même sur cette première un peu loupée. Il y a une symbiose, il y a un amour, il y a une connexion entre cette moto et Pedro Acosta. On le voit avec une confiance dans l'avant de sa moto pour attaquer dans le virage 1, pour attaquer dans le virage 3, le virage 5. Il attaque à peu près partout, il sait tout faire et c'est parfait. C'est presque parfait, on est sur quelque chose, ça me rappelle Marc Marquez quand il pouvait faire des sauvetages. Regardez le premier dépassement sur Bagnaia. On voit la moto qui se perd, il ne sort même pas de la piste et il rattrape ça d'une belle manière, sans perdre trop de temps, sans se perdre mentalement. C'était presque parfait, les dépassements sont maîtrisés, il est agressif, il ferme la porte sur Bagnaia, il ferme bien sur Marquez, il arrive bien à tenir ses trajectoires, même face à Binder, c'est un beau freinage. C'est pas trop, c'est pas assez parce qu'il arrive à dépasser, donc franchement, Pedro Acosta, phénoménal sur la course, en plus de faire les plus beaux dépassements. Bon, même si mon dépassement préféré, c'est celui de Marquez sur Viñales, mais en plus de faire des super dépassements sur des pilotes hyper expérimentés et super forts, il nous offre le plus beau spectacle en piste qu'on pouvait voir et qu'on a vu depuis 2 courses maintenant. Donc Pedro Acosta, je ne sais pas quoi dire à part bravo, et c'était juste exceptionnel. Pedro Acosta a dit "It's not a red Ducati, it's a red gas", but c'est pas vraiment ça. Nous avons quand même un doublé Ducati. Certes, gas monte pour la première fois sous ses nouvelles couleurs sur un podium en MotoGP, mais on est sur un doublé Ducati avec une Ducati rouge officielle devant Pedro Acosta. Donc va falloir encore un tout petit peu travailler, un petit manque de rythme, bien sûr, mais ce n'est que le début de sa carrière et c'est déjà très prometteur. On aura une victoire dans pas longtemps, donc les Ducati vont être derrière. Il ne faut pas s'impatienter. Cependant, chez Ducati, plusieurs choses. Déjà, 2 pilotes qui m'ont impressionné, qui m'ont fait un petit peu taire parce que je ne pensais pas qu'ils étaient capables de faire aussi bien ce week-end. 2 pilotes qui partent au tapis et le reste des pilotes Ducati en général n'ont pas été si exceptionnels que ça, pas trop visibles, assez loin derrière l'Aprilia de Viñales, derrière les KTM. Donc en soi, on n'a que 4 pilotes dont on a envie de parler, dont j'ai envie de parler, et c'est parti. Premier duo de pilotes,
forcément, je vais m'attarder sur la chute, sur le contact, sur l'action, je pense, de cette course de Portimao. Je parle bien sûr Bagnaia, Marquez. Alors oui, il y a une chute, alors oui, il y a un contact, mais merci la direction de course, merci les commissaires de course de n'avoir mis de pénalité à personne, pas de favoritisme, pas de pénalité sortie de nulle part. Je suis plutôt content car selon moi, c'est un fait de course. Certes, Bagnaia est, si on cherche un fautif, le plus fautif des deux car il est derrière, car il sait que Marquez va potentiellement recroiser sa trajectoire, refermer dans ce virage numéro 5 qui est quand même un virage avec un double point de corde. Si vous voulez, on a un premier point de corde, on élargit un peu, on en a un deuxième. Et avec l'expérience, Bagnaia aurait pu savoir que Marquez pouvait recroiser, mais Marquez aussi, avec l'expérience qu'il a, il aurait pu se dire que Bagnaia n'était pas non plus parti à 200 mètres, qu'il était juste derrière et que donc revenir aussi fort sur la trajectoire pouvait engendrer un contact. Nous sommes juste sur un cas de deux pilotes qui voulaient absolument garder leur position, prendre la première position. Malheureusement, ils n'ont pas joué la sécurité sur ce coup-là. Les deux ont joué vraiment, on va dire, voilà, l'agressivité et ils partent au tapis. Donc, fait de course, ça a été bien jugé pour le coup. Et voilà, pour moi, il n'y a pas trop de fautifs, même si certains mettent la faute sur Bagnaia. Bon, oui, peut-être, mais je pense que c'est les deux qui ont été très agressifs sur le coup et qui n'ont pas forcément réfléchi à cet espace de sécurité potentiel. On l'a vu déjà, un contact dans ce virage 5-6 entre Bagnaia et Marquez en sprint. Enfin bref, on pouvait s'y attendre et c'est un duel que j'attendais cette saison, Marquez-Bagnaia. Pour le titre, ça commence très fort vu que c'est déjà la deuxième course et on a un contact, on a deux contacts en deux courses, dont un qui se termine par une chute. Donc dites-moi ce que vous pensez de l'incident. Mais moi je pense que même si c'est l'incident majeur de cette course, je pense qu'on n'a rien à dire dessus parce que bon, un fait de course banal. Si nous avons des choses à dire, c'est à propos des deux pilotes qui finissent sur le podium, qui font un doublé Ducati. Enea Bastianini, début de saison, maîtrisé. Il est même au championnat des pilotes devant Enea Bastianini. Bastianini devant Bastianini. Bastianini est devant Francesco Bagnaia. J'ai envie de dire, début de saison pour le moment, presque parfait pour Bastianini. On le voit avec une pole position, c'est très très rare de sa part. Certes, il s'est un peu foiré dans sa course de sprint. Un départ très moyen à cause du problème sur sa moto. Une course principale maîtrisée de A à Z avec un peu de chance sur Viñales. Mais en tout cas, Bastianini me fait très plaisir dans ce début de saison. Et Martin, que dire? Parfait. Il n'a pas gagné la sprint, c'est étonnant. C'est étonnant, je vous l'accorde, mais ça fait du bien aussi de voir un peu de changement. Par contre, il gagne la course principale en faisant limite une Bagnaia Qatar 2024, en partant devant dès le départ avec un départ ultra rapide et ultra agressif. Et après, c'est de la gestion des pneus, gestion de l'effort, gestion de la distance avec Viñales. On l'a vu, dès que Bastianini et Viñales accéléraient le rythme, Martin était capable de remettre la distance. Donc je pense qu'il y avait une gestion parfaite et qu'il n'était pas trop inquiété. Quand j'entends dire que Viñales était capable d'attaquer Martin, je pense quand même qu'on aurait eu une victoire de Martin, même si on ne sait jamais. Mais voilà, en tout cas, ces deux pilotes, je voulais les féliciter car on est sur un week-end presque parfait pour les deux, surtout Martin qui prend les commandes de ce championnat. Et donc, j'ai envie de dire, parfait, Martinator au top. Et voilà, pour Ducati, voilà pour les 5 constructeurs. J'espère que ça vous a plu. On passe à la Moto 2 et à la Moto 3 vite fait là, avant de partir. En Moto 2, chute d'Alonso Lopez alors qu'il était seul en tête. C'est du Alonso Lopez tout craché. Déjà l'année dernière, ses problèmes de régularité. Malheureusement, ça ne change pas. Il va falloir changer ça s'il veut jouer le titre. Et on était sur un doublé là. Alonso Lopez, on était sur un doublé. 50 points possible. Il était tout seul devant. Mais ça laisse la place à Aaron Canet qui prend enfin sa première victoire en Moto 2. 15 deuxième place pour Aaron Canet. C'est du jamais vu. 15 fois deuxième, jamais premier. Aujourd'hui à Portimao en 2024, il vient chercher sa première victoire dans la catégorie intermédiaire. Un grand bravo à Aaron Canet pour cette persévérance. Fermin Aldeguer avec ses 2 longues laps suite au vol du départ nous a régalé avec une multitude de dépassements et des remontadas. C'était très cool pour Fermin Aldeguer. Il nous montre tout son potentiel et tout son savoir-faire dans cette catégorie.
En Moto 3, c'est Olgado vainqueur. Il avait très bien commencé ce dimanche qui a été parfait donc pour Tech 3. Une victoire en Moto 3 et un podium en Moto GP. Week-end parfait pour l'écurie française. Et derrière lui, nous voyons des pilotes, 5 pilotes. Je vous fais ce quintuple pilote, ce choix. Voilà. Ils vont être imbattables. Ça va être le top 5 au championnat du monde. Après, dans quel ordre? Il va falloir un petit peu chercher et attendre un petit peu. Mais Olgado, Alonso, Rueda, Ortola, Colin Vailleur, c'est le top 5 au championnat du monde Moto 3 2024. Rueda, je vous l'avais dit l'année dernière de faire attention à ce pilote. Il a été coaché par Aki Ayo, il est dans la meilleure équipe de Moto 3. Il va être très fort cette saison, il arrive très fort en tout cas. Donc on va avoir des super batailles en Moto 3. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce week-end dans les commentaires. Dans l'espace commentaire, je lis, je réponds. Si vous avez des questions, des trucs comme ça, je suis disponible. Merci d'avoir regardé. C'était Théo. Ciao, ciao.